Et bonsoir à tous. Bienvenue, merci de nous rejoindre dans ce déjà 5e épisode de notre série Balade organisée. Alors vous en avez l'habitude maintenant, on essaie de vous emmener chaque semaine à la découverte d'un lieu patrimonial, architectural, remarquable. On va essayer de tenir encore une fois cette promesse ce soir. Vous nous direz ce que vous en pensez dans les commentaires, d'ici une trentaine de minutes. Alors vous nous suivez en direct depuis chez vous, soit sur le compte du magazine web thema.archi, soit sur le compte du site patrimonial architectural que l'on visite. Et en l'occurrence ce soir, quel site? On est ici au nord de Paris, à 1 heure de Paris environ, dans le département de l'Oise, et on est peut-être au cœur de l'un des plus beaux sites patrimoniaux français, le domaine de Chantilly. Alors on parle bien d'un domaine de Chantilly, parce qu'il y a plusieurs choses à voir dans ce domaine. Les grandes écuries, le parc, bien sûr, le musée du cheval, et j'en oublie encore, mais surtout, le château, et peut-être même les châteaux de Chantilly. Vous allez voir ça, parce qu'on peut parfois parler de 2 châteaux en un. Alors, avant d'aller rejoindre notre invitée, celle qui va nous guider à travers ces lieux d'exception, une petite remarque pour vous qui nous suivez. Vous découvrez ce dispositif avec un écran coupé en 2 caméras pour vous permettre de suivre au plus proche et comme si vous y étiez quelque part cette petite visite, cette petite balade. On va partir en balade pour une trentaine de minutes et vous avez la possibilité d'interagir, de nous poser des questions, de nous envoyer vos commentaires. Alors, comment faire? Tout simplement, vous utilisez le live chat d'Instagram, celui qui s'affiche là actuellement sur votre écran. Vous nous envoyez vos questions et puis je me charge de les transmettre à notre invité. Voilà, c'est tout simple. Allez, je me tais, je ne parle pas plus longtemps puisque je vais rejoindre, je le disais, celle qui va nous guider à travers ces lieux d'exception, ce site d'exception ce soir. J'ai nommé Nicole Garnier, mais avant ça, je remets, puisque c'est l'usage, je remets mon masque, voilà. Ne m'en voulez pas, je le disais, si vous me voyez regarder ce téléphone, c'est pour prendre vos commentaires, c'est pas un problème de politesse. On nous a fait la remarque sur certains lives avant, donc je le précise. Bonsoir Nicole Garnier. Bonsoir, bienvenue à Chantilly. Je vous remercie et puis je vous remercie doublement puisque on est vraiment au cœur, je le disais, d'un site d'exception. Merci de nous accueillir, merci de nous accorder ce temps-là. Nicole, vous êtes conservatrice du château de Chantilly. On peut dire que vous le connaissez par cœur, presque sur le bout des doigts. Alors, la difficulté pour vous ce soir, ça va être de nous le faire voir, ou en tout cas quelques pièces, en 30 minutes. Je sais que c'est frustrant. On essaiera de tenir ce timing. On verra, et on verra surtout si on a des questions et des remarques de nos spectateurs. Nicole, un premier challenge pour vous, et je sais que c'est compliqué. Est-ce qu'en quelques minutes, vous pouvez nous resituer un petit peu, nous rebrosser à grands traits les étapes de la construction, peut-être même les propriétaires, puisqu'il va être question notamment des propriétaires de ce château, ici, en quelques minutes. Alors Chantilly, c'est 1000 ans d'histoire. Donc effectivement, c'est une gageure de le résumer aussi vite. L'histoire commence au Moyen-Âge, avec la famille des Bouteillers de Senlis. Ensuite, au XIVe siècle, la famille d'Orgemont va construire une forteresse, un château fort, planté dans les douves, sur un rocher au milieu d'un marécage. Ce terrain sera beaucoup plus tard drainé par André Le Nôtre quand il réalisera nos beaux jardins. Mais à l'origine, c'est un site marécageux. Vous avez raison de le préciser parce que ça peut surprendre au final quand on arrive. On voit ce château qui est un petit peu surélevé. Il est construit sur un éperon. Au milieu des eaux. Et c'est son charme principal quant à la situation. Donc la forteresse du XIVe, celle des Orgemont, passera ensuite par héritage à la famille de Montmorency. Anne de Montmorency, connétable de France, compagnon d'armes de François Ier, ami d'enfance du roi François Ier. Et c'est lui à qui l'on doit le petit château Renaissance dans lequel on entrera rapidement. Voilà, je le disais tout à l'heure, 2 châteaux, un petit, un grand. On va voir ça juste après. Et ici, nous sommes plutôt dans le grand château, la partie principale qui a succédé à la forteresse des Orgemont. C'est un château qui a été remanié au XVIIe, au XVIIIe siècle et au XIXe siècle par les princes de Bourbon-Condé qui ont possédé le château. Ce château, il va être rasé après la Révolution française en 1798. Et donc, à cette époque-là, entre 1798 et 1875, on est sur une terrasse dominant les jardins de Le Nôtre. D'accord. Et puis arrive celui qui va faire reconstruire le château, Henri d'Orléans, duc d'Aumale. C'est un enfant de 8 ans lorsqu'il hérite en 1830 du château de Chantilly. Il est en effet le petit-neveu du dernier prince de Condé, le duc de Bourbon. Du dernier prince de Condé. Il est aussi le 5e fils de Louis-Philippe, dernier roi de France. C'est ça. Alors, il hérite de ce domaine. Il en hérite en 1830. À l'époque, c'est un petit enfant. Il ne va pas en faire grand-chose. Mais il a tout de suite l'idée de reconstruire ce château, ce qu'il fera beaucoup plus tard. En effet, il y a une cassure dans la vie du duc d'Aumale, fils du roi Louis-Philippe, comme vous le disiez. Il va devoir s'exiler après la Révolution de 48, qui chasse Louis-Philippe du trône. Il se rend donc en Angleterre. C'est là qu'il va collectionner tout ce qui est aujourd'hui à Chantilly. Et ce n'est qu'à son retour en France, après 1871, très précisément en 1875, qu'il fait reconstruire par son architecte Honoré Daumet tout ce que nous avons aujourd'hui sous les yeux, cet endroit précis. D'accord. Donc le château est relativement moderne pour ce qui est du grand château.
En revanche, le petit château Le est petit, Renaissance. lui, subsiste de la Renaissance tel quel. Et les soubassements sont médiévaux, très Et compliqués. les l'histoire de soubassements sont Chantilly. médiévaux, et effectivement. Donc on le voit à plusieurs strates historiques, Tout à fait. comme c'est souvent le cas d'ailleurs dans l'ensemble des châteaux où on arrive à retrouver, à distinguer comme ça les différentes époques de construction. On va avancer un petit peu justement dans notre visite pour aborder cet aspect, vous l'avez noté, de collectionneur du duc d'Aumale, effectivement. Alors on arrive dans une pièce là qui est Sa pièce favorite. sa pièce favorite. Moi, j'allais Pièce, dire une pièce maîtresse, Ah oui. mais en fait, il y a que des pièces maîtresses dans ce château. Oui. C'est un petit peu la difficulté. Alors, on est ici dans le cabinet des livres. Absolument. Alors, expliquez-nous un petit peu. C'est sa bibliothèque, c'est l'endroit qu'il a fait construire par son architecte Daumet après 1875 pour ses livres précieux. Le duc d'Aumale, c'est le plus grand bibliophile de son temps. Dès le moment de la Révolution de 48, dès les débuts de son exil en Angleterre, il n'a que 26 ans. Il dit à son ami et ancien précepteur Cuvillier-Fleury, je crois que je suis atteint de la bibliomanie. Et cette bibliomanie nous vaut la plus belle collection de livres précieux qui soit en France, après la Bibliothèque nationale de France. Là, magnifique. Et je pense qu'il n'y a pas de doute concernant sa passion pour les livres. Une petite question qui nous arrive sur le chat. Vincent qui nous demande, qu'est-ce qu'un connétable? Alors, un connétable, en latin comestabuli, le comte de l'étable, c'est celui qui commande les armées et qui s'occupe, entre autres, de l'approvisionnement de l'armée. Voilà, donc on parlait tout à très l'heure important. du connétable Anne de Montmorency, qui est évidemment l'un des plus connus, donc c'est une charge militaire, et il était donc connétable du roi François Ier. Voilà. C'est aussi un grand mécène, un prince très important qui avait d'énormes propriétés en France. Alors, on va avancer un petit peu puisque on découvre évidemment autour de nous l'ensemble de ces ouvrages. Je ne sais plus si vous l'avez dit, combien d'ouvrages sont conservés ici à Chantilly? On a 60 000 ouvrages, dont 30 000 ouvrages particulièrement précieux ici au cabinet des livres. Il y a une seconde grande bibliothèque au rez-de-chaussée avec la bibliothèque de travail du duc d'Aumale qui date du 19e siècle. Alors, bibliothèque, cette seconde bibliothèque qui n'est pas ouverte à la visite, uniquement pour des chercheurs sur rendez-vous, il me semble, Tout à fait. et où là, on a encore effectivement une autre partie des collections qui sont conservées. Peut-être un petit mot sur ce qu'on voit juste ici. Alors ici, on a une exposition donc consacrée aux livres d'heures médiévaux. Qu'est-ce que c'est qu'un livre d'heures? C'est un livre de prière pour les différentes heures du jour. D'accord. Et au XIVe et XVe siècle, ces ouvrages sont particulièrement illustrés avec des scènes tirées de l'histoire sainte, de l'histoire religieuse, mais pas seulement. Alors, le plus célèbre de tous nos manuscrits sont les Très riches heures du duc de Berry, qui a été peint par les frères Limbourg, pour le duc de Berry, le frère du roi Charles V, et qui est, dit-on, le plus beau manuscrit du monde. Carrément, le plus beau manuscrit du monde. C'est la réputation qu'il a. Ici, les visiteurs, quand ils arrivent, peuvent en voir un fac-similé, c'est ça? Alors, normalement, il y a un fac-similé qui est ici, et il y a maintenant donc un post internet qui permet d'agrandir chacune des images, des pages des enluminures, donc. En particulier des 12 premières pages qui présentent les 12 mois de l'année qui sont les plus connus. Fabuleux, fabuleux. On vous invite évidemment à revenir. Je le dis tout de suite, le château de Chantilly réouvre à partir du 15 décembre. Voilà, je le dis au même titre d'ailleurs que d'autres sites culturels. Donc, on vous fait cette visite un petit peu en avance. Vous verrez qu'on n'a pas le temps de tout voir, bien sûr. Mais rendez-vous le 15 décembre puisque le château de Chantilly vous attend. Alors, Nicole, peut-être, allez, un petit mot, puisqu'on va à sa rencontre, le duc d'Aumale dans son salon, c'est ça? Le duc d'Aumale ici dans son cabinet des livres, avec Cuvillier-Fleury, justement, précepteur qui l'a formé à la bibliophilie. Et il est en train de commenter un de ses ouvrages précieux. C'est lui qui a fait le catalogue de toute sa collection de livres. Et vous le voyez, il pose sous le buste du Grand Condé, donc son ancêtre, son arrière-grand-oncle, va-t-on dire, oui, qui possédait le château au XVIIe siècle et qui est le cousin de Louis XIV. Voilà. Le buste est de Coisevaux. On le rappelle sur les propriétaires, les Montmorency. Oui, Montmorency. Ensuite, au 4 XVIe Condés. siècle, et ensuite les Condés au XVIIe et XVIIIe siècle, jusqu'en 1830, et puis l'héritage. Et puis l'héritage. Au duc d'Aumale, qui est un enfant de 8 ans. Tout à fait. Et le duc d'Aumale qui lui-même, on va y revenir tout à l'heure, lègue l'ensemble de ce château à l'Institut de France. Alors le duc d'Aumale a eu un malheur dans sa vie avec son épouse Marie-Caroline de Bourbon-Sicile. Ils ont eu 7 enfants. 5 sont morts à la naissance ou en très bas âge et 2 sont morts à l'âge de 21 et 18 ans. Donc sans héritier direct, il a décidé de léguer son château et toute la collection qui s'y trouve à l'Institut de France, dont il est 3 fois membre. Académie française, Académie des beaux-arts, Académie des sciences morales et politiques. Mais son testament a 2 terribles contraintes. On ne prête pas les collections hors de Chantilly et on laisse tout en l'état, comme le duc d'Aumale a connu Chantilly. On n'a rien bougé et on va voir ça tout à l'heure dans la galerie des peintures, il me semble. Alors on va avancer un petit peu effectivement dans notre visite pour aller passer de ce fameux petit château, grand château au petit château. Vous voyez, je me trompe toujours. Il faut dire que c'est pas évident quand on est à l'intérieur de distinguer ces deux édifices en fait. À l'origine, ils étaient séparés par un bras d'eau. Il y avait même un pont qui enjambait ces bras d'eau. Le bras d'eau a été comblé en 1815 et donc le duc d'Aumale a fait un seul bâtiment de ces 2 ailes. D'accord.
Alors, on arrive, on a passé une antichambre. Et là, nous sommes dans la salle des gardes avec le portrait du Grand Condé, donc qui possédait le château au XVIIe siècle et qui a fait dessiner nos merveilleux jardins par le nôtre. Chantilly, c'est le jardin préféré d'André le nôtre. Ah, alors, en plus, je crois, il me semble hein, que André Le Nôtre a fait une petite audace. Il a des accès, il me semble, le château par rapport à la perspective pour que quand le visiteur arrive, il ne voit quasiment que les jardins. En tout cas, le château est mis sur le côté. Absolument, parce qu'il n'avait pas le choix, le nôtre. Quand il arrive à Chantilly, le château est un château triangulaire encore médiéval d'aspect, et donc il décide de baser son grand axe sur la statue du connétable de Montmorency qui est sur la terrasse. Ce qui fait que le château est effectivement un petit peu décalé quand on le découvre. Un mot ici simplement pour rappeler que le duc d'Aumale, lui, est aussi un militaire, hein, quelque part. Donc on a ici, comment on les appelle, ces trophées, ces armes? Ces trophées, ces souvenirs militaires, avec notamment son épée. Ici, son drapeau, c'est déjà le drapeau tricolore. Hein, il est le fils du roi Louis-Philippe. Donc on porte déjà le drapeau tricolore en France. Mais il y a son chiffre, ses initiales, H&O, pour Henri d'Orléans. Henri d'Orléans. Avec la couronne royale, bien sûr. Alors, on continue d'avancer. Et alors là, on entre dans la partie véritablement château de Chantilly, avec l'aile la plus ancienne, l'aile la plus évocatrice des fastes des princes de Condé. Hein. Là, on est au début du XVIIIe siècle, avec un décor fastueux, blanc et or, c'est l'époque de Versailles. Le prince de Condé est cousin du roi Louis XV, et il va commander un décor tout à fait comparable à celui de Versailles à ce moment-là. Alors, il y a du faste, effectivement. On va même pouvoir vous montrer ça d'assez près, exceptionnellement. On va pouvoir pénétrer un petit peu dans cet espace-là. On le disait, les boiseries blanc et or. Et puis, alors, on a une commode. Je sais que vous allez nous en dire un mot. Avant ça, peut-être, ces peintures qu'on découvre au mur. On sent un certain exotisme sur ces peintures? Oui, c'est Christophe Fuette. Alors, Christophe Fuette, c'est un peintre animalier à l'origine qui va probablement s'inspirer des animaux de la ménagerie de Chantilly. Parce que comme à Versailles, les princes de Condé ont une ménagerie, c'est-à-dire une sorte de zoo où ils emmènent leurs invités, leurs amis, quand ils ont du monde à Chantilly. On traverse le Grand Canal. Là, il y a une anecdote. En 1723, la fille du régent, la duchesse de Berry, va voir les animaux de la ménagerie. Et bien, le tigre se sauve, s'échappe de sa cage. Et la duchesse de Berry de reprendre très vite sa barque sur le Grand Canal. Pendant qu'on rattrape le tigre, il n'y a pas eu de dommage. Incroyable. Donc, il y avait une ménagerie. Et on fait d'ailleurs une exposition sur la ménagerie de Chantilly l'automne 21. À l'automne 21, donc à découvrir l'année prochaine, effectivement. Absolument. D'accord. Un petit mot sur cette commode, alors. Ah, c'est un des la pièce meubles les plus maîtresse. célèbres du château. C'est la commode commandée par le roi Louis XVI en 1774 pour sa chambre au château de Versailles. Imaginez un peu. Donc un meuble tout à fait exceptionnel avec une marqueterie extrêmement précieuse. On voit d'ailleurs les armes de France en partie basse. On a même une deuxième commode du même Risner ici. Elle a été récupérée Elle a été récupérée après la Révolution. Elle était dans la chambre du roi jusqu'à la Révolution, puis ensuite elle a été confisquée au moment de la Révolution. Et par héritage, le duc d'Aumale a récupéré cette commode insigne, puisque c'était celle du roi de France. Tout à fait. Alors, on le disait, hein, dans la partie château, là, véritablement, on le voit bien avec ce décor. On va pas aller plus loin dans cette partie-là, puisqu'on a encore évidemment beaucoup de choses à vous montrer, beaucoup de choses à voir. Mais je le redis, le 15 décembre, le château réouvre, et donc vous aurez tout loisir de venir découvrir, notamment une très belle exposition, la fabrique de l'extravagance, qui montre des pièces de porcelaine absolument somptueuses. Bon, ce soir, on ne peut pas vous les montrer, mais rassurez-vous, il y a d'autres trésors qui vous attendent. Mais il y avait effectivement à Chantilly, au début du XVIIIe siècle, une manufacture de porcelaine tendre qui a été créée dans les sous-bassements du château à l'initiative du prince de Condé, qu'on appelait le duc de Bourbon. Et donc, c'est lui qui a fait créer cette manufacture de porcelaine. Donc, c'est vraiment l'histoire des origines de la porcelaine à Chantilly qu'on évoque en la confrontant à la porcelaine de Maïsel. Alors, je le précise parce qu'on parle beaucoup des fameux princes de Condé. Donc, je rappelle, hein, c'est vrai qu'on peut penser qu'ils portent à peu près tous le même nom. Hein, parfois, Henri de Bourbon-Condé, duc, etc. Il y en a quatre. Il y en a quatre qui se succèdent ici pour le château, c'est ça? Les plus importants, c'est le Grand Condé, Louis II de Bourbon. On l'appelle le Grand Condé parce que c'est un grand chef de guerre. Il est le cousin de Louis XIV. Cousin de Louis XIV. Son fils Henri-Jules est moins connu, Louis III également. Après vient Louis-Henri, celui à qui on doit le décor des appartements, qu'on appelle le duc de Bourbon, qui fait construire nos grandes écuries. Louis-Joseph, qui sera le prince du XVIIIe siècle, un grand mécène également. Et enfin Louis-Henri-Joseph, qui meurt en 1830 et qui léguera au duc d'Aumale, cet enfant de 8 ans, son domaine de Chantilly. Son domaine. Vous avez parlé des grandes écuries. Je le rappelle, à l'intérieur de ces grandes écuries, le musée du cheval, hein, et puis des spectacles équestres qu'on retrouve un petit peu régulièrement tout au long de l'année. Notamment le spectacle de Noël. Voilà, donc ça fait partie là aussi de ce fameux domaine hein, dont je parlais tout à l'heure. Il n'y a pas que le château à voir, il y a aussi un labyrinthe dans le parc pour les enfants. Voilà, il y a beaucoup de choses à découvrir ici. Alors,
Une autre pièce ici, j'ai commencé là tout à l'heure, mais maintenant vous la découvrez un petit peu plus, j'allais dire, un petit peu plus de façon un petit peu plus complète. Alors, un mot quand même, parce que vous découvrez cette table chargée de décorations de Noël. Je le précise, encore une fois, à partir du 15 décembre, vous pourrez venir ici et découvrir toutes ces décorations de Noël qui prennent place à la fois dans le parc et ici dans le château. Vous l'avez pas vu, on est passé rapidement juste là, mais ça sentait le chocolat parce qu'il y a des grandes sculptures en chocolat. Donc il y a vraiment une ambiance là, allez, qu'on aime bien retrouver en ce moment et qui fait un petit peu chaud au cœur. Voilà cette féerie de Noël. Vous pouvez la retrouver ici dans le château, puisqu'il y a vraiment un très très gros effort qui a été fait autour de la décoration. Je pense que vous le découvrez en regardant les images de notre cadreur actuellement. On est ici dans la galerie des Serres. Et alors, plusieurs curiosités dans cette galerie, et notamment, allez, ces bras de lumière. Tout à l'heure, j'ai failli me tromper en parlant de candélabre. Non, ces bras de lumière. Est-ce qu'on peut, on va vous les montrer à l'écran, mais vous pouvez nous en dire un mot? Alors, ces bras de lumière, ils datent des années 1880. C'est la date de la galerie des Serres, qui est la grande salle à manger de réception. Et le duc d'Aumale a fait dessiner donc ces bras, effectivement, qui sortent du mur. Alors, ils ont inspiré un film célèbre. C'est le film de Jean Cocteau, La Belle et la Bête. On voit les bras qui sortent du mur. Et, dit-on, Jean Cocteau se serait inspiré de ces bras de lumière quand il a tourné son film en 1952 au château de Raret, donc qui est pas très loin d'ici, de l'autre côté de la ville de Senlis. Des légendes, des anecdotes, il y en a encore beaucoup. Alors me dit-on, il reste 15 minutes, mais moi j'ai envie de raconter une anecdote particulière et peut-être vous allez pouvoir nous en parler. On parlait du Grand Condé tout à l'heure, cousin de Louis XIV. Une anecdote assez incroyable. On peut parler de son contrôleur en bouche au Grand Condé, le fameux François Vatel. François Vatel, alors qui à l'époque est chargé d'organiser des festivités en clair sur 3 jours pour réconcilier le Grand Condé et Louis XIV. Parce qu'il faut bien dire que les Condés parfois étaient un petit peu rivaux de la famille, on va dire royale, ou en tout cas il y avait cette volonté de s'afficher un petit peu avec le plus beau château, etc. Et là on essaie de réconcilier les deux. François Vatel est chargé notamment des repas, évidemment, et il prévoit, il est l'intendant, il prévoit du poisson le vendredi saint, il prévoit du poisson. Le poisson n'arrive pas, ou en tout cas pas assez. Il y a une première livraison, ça ne lui convient pas. Et là, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, il va monter à sa chambre et il va se passer l'épée à travers le corps. Il se passe l'épée à travers le corps en se disant que c'est pas possible, il va être déshonoré, qu'il n'a pas reçu sa commande de poisson. Il se passe l'épée à travers le corps. Et de ce que j'ai lu, apparemment, au moment même où un nouveau chargement arrive. Donc, on parlait d'anecdotes et on en a cité quelques-unes ici. Ce sont toutes ces légendes et ces anecdotes. Là, c'est pas une légende, c'est avéré, c'est l'histoire. Et c'est ici qu'on peut la découvrir aussi. Telle que Madame de Sévigné l'a raconté dans ses lettres. Voilà, absolument. Alors, on va avancer justement parce que on avance dans notre visite et je le disais, il nous reste une quinzaine de minutes. Je le rappelle, si vous nous rejoignez, n'hésitez pas à interagir avec nous, à nous poser vos questions, nous faire remonter vos commentaires directement dans le live chat d'Instagram. Il nous reste encore quelques minutes. Vous pouvez bien sûr le faire. Et on arrive ici dans, allez, là aussi encore une pièce maîtresse. Ça devient compliqué. Je le disais, il n'y a que des pièces maîtresses. La galerie des peintures. Ce qui nous fait dire une chose, on a parlé jusque-là du château de Chantilly, mais on pourrait aussi parler du musée Condé. Oui, c'est le nom que le duc d'Aumale a donné à notre maison. Et le musée Condé, c'est la première collection de peinture ancienne en France, après le musée du Louvre. Une collection vraiment très importante, parce que le duc d'Aumale a été le plus grand collectionneur de tableaux de son siècle, pratiquement. Et alors, il a présenté donc sa collection sur les murs de cette galerie qu'il a fait construire à cet effet. Il a fait reconstruire le château alors qu'il avait déjà perdu tous ses enfants, dans le but de présenter sa collection et de la léguer à la postérité. Alors, on va préciser qu'il n'était pas tout seul à réunir tous ses ouvrages et ses œuvres d'art. Il avait missionné un petit peu des gens pour l'aider aussi à l'époque où il était en exil. Oui, il a acheté beaucoup à l'étranger des collections complètes et il était conseillé alors par les conservateurs du Louvre, par les conservateurs de la Bibliothèque nationale pour les livres et les manuscrits. Donc oui, il était très bien entouré, naturellement. Bon. Ce qui nous amène à une collection ici, par exemple pour les tableaux, 830, c'est ça? Oui, exactement, 830. 830 tableaux. Et alors, quelque chose de fascinant, vous découvrez sur les images cette pièce. On va parler un petit peu d'architecture ici. Pour ceux qui nous suivent sur Théma.archi, vous avez l'habitude qu'on vous parle d'architecture, évidemment. Cette pièce qui a été conçue pour mettre en valeur les tableaux. Alors, on va parler des angles biseautés, on va parler de cet éclairage zénital. Allez-y, expliquez-nous un petit peu comment on conçoit cette pièce pour servir le tableau. Alors, à l'époque, on pense que la meilleure lumière pour voir les tableaux, c'est la lumière naturelle, la lumière zénitale. Donc, il y a deux verrières superposées, une qu'on voit ici, puis un autre dôme
qui est à la partie supérieure, et qui nous permet donc d'avoir en toute saison une lumière naturelle. Bien sûr, on a rajouté, nous, de l'éclairage électrique. Au temps du duc d'Aumale, c'était de l'éclairage au gaz. D'accord. Il y avait déjà un éclairage supplémentaire. Donc là, je le précise, hein, il fait nuit, bien sûr, à cette heure-là dehors, mais en journée, on a encore cet éclairage végétal naturel. Absolument. Et donc, on a surtout ces grands murs aveugles, avec même les coins abattus, pour pouvoir accrocher sur tous les murs de la salle. Et donc, l'accrochage est celui du duc d'Aumale, qui a souhaité donc on ne modifie pas sa présentation. Alors pourquoi? Parce que c'est l'histoire de sa vie. Cet homme a perdu tous ses enfants. La seule trace qu'il a sur cette terre, c'est sa collection. Et il la dispose comme un arbre généalogique. Ici, on a en fait la collection italienne à gauche. Or, son côté italien, c'est sa mère, Marie-Amélie de Bourbon-Sicile, une princesse italienne. Il va épouser une cousine napolitaine, Marie-Caroline de Bourbon-Sicile, et c'est la collection italienne de son beau-père et oncle qu'il va racheter en grande partie et qu'il va mettre sur ce mur de la galerie de peinture. De l'autre côté, c'est la collection de peinture française, avec les portraits de Richelieu, de Mazarin, les cardinaux ministres. Ça, c'est des tableaux qui étaient au Palais Royal chez son père, le roi Louis-Philippe. Donc, il y a le côté paternel, le côté maternel, mais aussi, bien sûr, toute l'histoire de l'art. Bon, cette collection est absolument fabuleuse. C'est la plus grande après le musée du Louvre, il me semble. De la peinture ancienne. De peinture ancienne, effectivement. Et alors, je le reprécise, ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que, littéralement, ces tableaux n'ont pas bougé d'1 millimètre depuis plus d'un siècle. Nous respectons la présentation comme le veut le testament du duc d'Aumale. C'était le testament. De même que ces tableaux ne peuvent pas être traités hors de Chantilly. Voilà. Il faut venir les voir chez nous. Alors, il me semble que vous ne pouvez pas en prêter, mais vous pouvez agrandir la collection. Absolument. On peut acquérir, ce qu'on fait d'ailleurs, notamment avec le soutien des amis du musée ou d'autres donateurs, et on peut acquérir notamment des œuvres ou des documents ayant trait à l'histoire de Chantilly ou de ses propriétaires. Mais on ne cherche pas à acheter des Poussins ou des Raphaël. On en serait bien incapable aujourd'hui, malheureusement. Absolument. Alors, on remercie Joseph dans les commentaires qui nous dit merci pour cette visite privilégiée. Merci à madame pour ses commentaires très précis. C'est toujours un plaisir de retrouver le château de Chantilly. Marine, dans les commentaires également, nous demande les tableaux sont-ils exposés dans un ordre particulier? Donc, on l'a expliqué, c'est plutôt géographique, en fait. C'est plutôt géographique avec la collection italienne, qui est plutôt donc une collection 16e et 17e siècle, venant de la famille de Bourbon-Sicile, donc la famille maternelle du duc d'Aumale. Mais il y a aussi des tableaux français, puisque parmi les tableaux italiens, le duc d'Aumale a glissé les œuvres majeures des grands artistes français qui ont travaillé presque toute leur vie en Italie. Trophime Hugo, par exemple, mais surtout Nicolas Poussin. Alors, nous avons 7 œuvres majeures de Nicolas Poussin. Justement, allons-y. On va peut-être regarder rapidement 2 de ses chefs-d'œuvre. Nicolas Poussin, ici, Le Massacre des Innocents. Tableau, effectivement, très réputé pour le coup. Un petit mot sur ce tableau? Alors, ce tableau, il est réalisé par Poussin très jeune, quand il arrive à Rome, pour le marquis de Giustiniani. Et le génie de Poussin, alors qu'avant lui, on représentait le massacre des innocents avec des dizaines de soldats qui cherchaient à tuer ses enfants, des dizaines de mères, des bébés au sol morts, eh bien lui, il va résumer le drame, 3 personnages. Le soldat qui tue, l'enfant qui meurt et la mère qui hurle. Si vous croisez les diagonales du tableau, au centre, on a cette bouche de la mère qui n'est qu'un cri. En fait, le tableau hurle. Et ce tableau a marqué des générations d'artistes, comme Picasso, qui s'en est inspiré d'ailleurs, pour son charnier, tableau qu'on avait fait venir il y a 3 ans, non loin de notre massacre des innocents, pour raconter cette histoire. Alors, vraiment, je vous le redis, on vous invite vraiment à venir ici. C'est toujours compliqué de ressentir cette force dramatique qu'on sent, cette tension qu'on sent dans le tableau. N'hésitez pas, parce que venir en vrai, c'est aussi ressentir un petit peu ces œuvres et ces peintures différemment qu'à travers un écran, vous vous en doutez. Allez, un mot juste en face. On passe sur la partie française, et ici, et un peintre un petit peu, un petit peu oublié ou pas trop mis en avant, effectivement, Alexandre Gabriel de Caen, pour ce tableau Enfant turc auprès d'une fontaine. Alors, c'était le tableau préféré du duc d'Aumale. Quand il sortait de table, quand il invitait ses amis à passer avec lui dans la galerie de peinture, il commentait les tableaux, comme nous le faisons ce soir, et il disait que ce tableau éclairait le pan de mur de la galerie de peinture. Alors, effectivement, c'est un peintre orientaliste, Alexandre Gabriel de Caen, qu'on a aujourd'hui pas mal oublié. Il était plus connu à son époque que Jeanne de la Croix. Il faisait moins peur que de la Croix, la bourgeoisie parisienne de l'époque de Louis-Philippe. Et donc, il présentait surtout des scènes de la Turquie d'Asie où il avait vécu entre 1827 et 1830. Alors, à l'Exposition universelle, on disait, il y a 3 grands artistes en France, Ingres, de la Croix et de Caen. Nous, aujourd'hui, on a un peu oublié de Caen, mais l'accrochage du duc d'Aumale nous permet de le mettre en valeur. On a ici d'autres œuvres de l'artiste. Tout à fait. Et je précise là encore une fois, mais vous l'avez découvert sur les images de David, qui est en train de vous montrer ce tableau. Les jeux de lumière sont somptueux. Vraiment, c'est saisissant. Alors, Baudelaire a dit de ce tableau qu'il peignait à la truelle. Parce que c'est vrai que c'est en pleine pâte. C'est vrai, complètement. Et je pense que vous arrivez à le voir un petit peu peut-être sur les images. Alors, allez, à la base, on devait terminer ici, mais il nous reste 5 minutes, Nicole.
C'est incroyable. On va pouvoir y aller. Alors, on va avancer un petit peu et on va arriver. Bon, allez, on vous avait promis des chefs-d'œuvre, etc. On a parlé de beaucoup de peintres jusque-là. Il y en a un de qui vous avez quelques trésors aussi, et non des moindres. On va parler de Raphaël. Alors, on y arrive tout de suite avec un célèbre, très célèbre tableau pour le coup, les Trois Grâces, que vous allez découvrir ici. Je vous en prie, Nicole. Alors là, on est dans le Santuario, comme le duc d'Aumale a nommé cette pièce en italien, parce qu'il est d'origine italienne par sa mère. Et donc là, il a exposé ses plus célèbres tableaux de la Renaissance italienne, notamment deux de ses Raphaël, avec ici les Trois Grâces, donc un tableau qu'on ne présente plus, un tableau de la jeunesse de l'artiste, qui figure donc dans nos salles et que le duc d'Aumale a acquis à la fin de sa vie. L'autre tableau en pendant, la Madone d'Orléans, qui venait de la collection des Orléans au Palais Royal. Bon. Ce sont deux de nos trois chefs-d'œuvre. Mais en fait, le duc d'Aumale, quand il achète ces deux Raphaël, en survinant, en mettant beaucoup d'argent, il ne le savait pas, mais il en avait un troisième déjà dans sa collection, qui était considéré comme une copie à son époque. Qui était considéré comme une copie, qui est exposé ici, on n'a pas pu aller le voir, mais dans la rotonde qui se trouve juste au bout, effectivement, de cette galerie des peintures, et qu'on a découvert il n'y a pas très très longtemps, que c'était un vrai. Absolument, c'est seulement dans les années 70, dans les ateliers du Louvre, au cours d'une restauration, qu'on a découvert que c'était un original et pas une copie. Ça, c'est des histoires qui ne peuvent arriver que dans la collection du duc d'Aumale. C'est quand même incroyable, vous voyez, on en reparle encore de ces histoires, de ces légendes, de ces anecdotes. Alors, une petite question qui nous est arrivée, je ne peux pas y échapper, elle est un petit peu anachronique. On nous demande si la crème chantilly vient vraiment de Chantilly. Mais oui, bien sûr. Elle aurait été inventée au début du XVIIIe siècle par le cuisinier Procope, qui créait des glaces pour les princes de Condé, notamment. Et donc, effectivement, c'est attaché au site de Chantilly, naturellement. Donc, je crois, une laiterie pas très très loin, c'est ça, du château? Alors, il y a eu aussi au XVIIIe siècle, c'est vrai, une laiterie de l'autre côté du Grand Canal, au cœur de la ménagerie des princes de Condé. Bien sûr, et c'est une tradition qui est toujours vivante à Chantilly, naturellement. Bon, on vous invite évidemment à venir goûter, manger cette fameuse crème Chantilly à Chantilly. Ça prend encore plus de sens. Et on a même des animations où on vous apprend à battre la crème Chantilly et à la fabriquer vous-même. Bon, je crois que tout est dit encore une fois. Là, vous avez tellement de choses à voir ici. Vous ne pourrez pas y couper. Bon, on arrive déjà à la fin de notre balade organisée, comme on dit. Merci à vous, vraiment, encore une fois, de nous avoir envoyé tous ces commentaires, d'avoir suivi ce live. Et puis, bien sûr, merci à vous, Nicole, encore une fois, de nous avoir guidés avec tant de commentaires si précis, comme on nous a dit dans le chat. Vraiment. Je le précise, une petite chose importante. D'ici quelques minutes, vous allez pouvoir retrouver l'intégralité de ce live sur la section Instagram TV, IGTV, du magazine web Théma.archi, donc sur le compte Instagram, et puis d'ici demain, sur le compte du domaine de Chantilly également. Voilà, je le précise si jamais vous avez loupé des parties et que vous souhaitez la voir depuis le début. Si vous souhaitez être tenu au courant, je le rappelle, ouverture le 15 décembre ici au château, mais si vous souhaitez être tenu au courant des actualités, n'hésitez pas à vous abonner au compte du domaine de Chantilly et au compte du domaine de Théma.archi, parce que vous verrez qu'on vous réserve encore quelques belles surprises d'ici quelques jours, quelques semaines, d'ici la fin de l'année. Vous allez voir ça, mais je ne vous en dis pas plus. Voilà. Une nouvelle fois, un grand merci à vous, Nicole. Merci à vous. Un grand merci également à toutes les équipes du château de Chantilly et en particulier Diane Lafont, Émeric Darcimol qui nous ont aidés à rendre ce moment possible. Et je terminerai bien sûr en remerciant les équipes de Théma Prod. Aujourd'hui, David Habitant et Clémence Rodbert étaient au cadre, Anaïs Chaumier et Marine Aubert-Chidémian à la régie pour me faire remonter vos commentaires. Voilà, je vous remercie encore une fois d'avoir suivi cette petite visite. Je vous souhaite à toutes et à tous une très belle soirée et on se retrouve très vite sur Théma.archi.